Bonjour à tous, Claire Lefebvre, je suis neurologue dans le service de neurologie de l'hôpital de Garches dans le secteur adulte. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir permis de parler aujourd'hui pour présenter pour la première fois des résultats de notre expérience chez les formes sévères des patients atteints d'une amyotrophie spinale adultes. Alors, comme on en a beaucoup parlé hier aujourd'hui, donc le nusinersen, c'est le premier traitement à avoir reçu l'AMM dans l'amyotrophie spinale. Il a été disponible pour les formes de type 1 et 2 à partir de septembre 2018 et pour les formes de type 3 à partir d'août 2019 après validation de la RCP nationale. Par rapport à l'administration de ce traitement chez l'enfant, la spécificité chez l'adulte, c'est que les patients pouvaient avoir une sévérité motrice beaucoup plus importante, avec des formes cliniques beaucoup plus avancées, comme on l'a vu, avec des chirurgies d'arthrodèse beaucoup plus fréquentes, et par conséquent un recours très fréquent à l'assistance radiologique pour l'administration de ce traitement intratécal, comme vient de nous l'expliquer le professeur Carlier juste maintenant. Et donc très vite, on s'est posé la question par rapport aux données qu'on avait, principalement chez l'enfant, au tout début, de comment ça allait se passer pour ces patients adultes très sévères et comment on allait pouvoir évaluer ces patients qui sont beaucoup plus sévères. Et donc c'est comme ça qu'on s'est fait la réflexion que nos patients qui étaient traités à Garches étaient vraiment beaucoup plus sévères que les patients présentés dans la littérature. Et donc on a décidé d'étudier de façon rétrospective chez ces patients traités par Spinraza. Donc les résultats que je vais vous présenter ont été recueillis entre septembre 2018 et août 2020 pour des patients qui ont été traités dans deux services de l'hôpital de Garches, à la fois en réanimation médicale par le service du professeur Hanan et aussi en neurologie médicale dans le service du professeur Nicolas et du professeur Laforêt. Les critères d'inclusion ont été donc des patients SMA adultes, confirmés génétiquement, traités par nusinersen. L'initiation du traitement par nusinersen était motivée d'abord par la demande de traitement par le patient. Ensuite, que l'administration intratécale soit techniquement possible avec la consultation radiologique pré-Spinraza, comme vient de nous l'expliquer le professeur Carlier. Et puis pour les types 3, après validation, présentation du dossier en RCP national. Les patients ont été évalués au moment du début de l'initiation du traitement et puis après à la phase de la phase d'attaque et tous les 4 mois quand ils revenaient. Le choix des outils d'évaluation qu'on a fait, c'est le score MFM 32, donc un score d'évaluation motrice qui est réparti, 32 items répartis en 3 grandes catégories, avec la dimension D1 qui évalue plutôt la station debout et les transferts, D2 pour la partie axiale et proximale, et D3 pour la partie distale. Chaque item sont notés entre 0 et 3. Le score total et les sous-scores sont exprimés en pourcentage du score maximum possible. On a aussi évalué la force distale de ces patients. Donc on sait que chez ces patients, en plus c'est très sévère, ce qui leur reste de plus performant au niveau du testing moteur, c'est la force distale. On a la chance d'avoir dans le service les MyoTools qui permettent d'évaluer cette force distale, donc à la fois le grip que vous voyez sur la gauche, donc qui permet d'évaluer la force de préhension du patient. Donc il faut bien positionner le patient dans une position standardisée et lui demander de faire la pression de la main à force maximale. La mesure est répétée plusieurs fois pour avoir le meilleur score. Cet examen est fait à la fois à droite et à gauche. Le deuxième évaluation, c'est le pinch qui permet d'évaluer la force de pincement du pouce avec l'outil que vous voyez sur la droite. Donc pareil, il est nécessaire d'avoir une position standardisée pour avoir des résultats reproductibles. C'est des résultats qui sont faits plusieurs fois et à la fois dans la main droite et dans la main gauche.
Une autre étude, un autre outil qu'on a utilisé pour évaluer ces patients, qui vous a été présenté hier par Samuel Pouplin, c'est la MCRO, la mesure canadienne du rendement occupationnel. C'est une échelle qui est centrée sur le patient, où on évalue l'autoperception du patient dans la réalisation de ses activités quotidiennes, donc à la fois sur ses soins personnels, sur ses activités, sur ses loisirs. Elle débute par un premier entretien semi-directif d'environ une trentaine de minutes, où on essaie d'identifier les activités de la vie quotidienne qui sont significatives pour le patient. Ensuite, toutes ces activités, elles sont notées sur 10 selon leur importance. Et puis, avec l'aide de la personne qui fait passer le test, le patient sélectionne 5 activités qu'il considère les plus importantes et les plus difficiles pour lui. Ensuite, ces activités, il les note sur 10, à la fois sur la satisfaction et sur la performance. Et ensuite, à chaque évaluation de suivi, on reprend les mêmes activités et il y a une nouvelle évaluation sur 10 de la satisfaction et de la performance qui est faite. Ces échelles ont été passées par nos 2 ergothérapeutes qui sont formés à cette échelle et qui ont suivi les patients à chaque rendez-vous de suivi et d'injection du traitement. Et puis on a évalué également la fonction respiratoire avec des EFR, où on a évalué la capacité vitale assise, couchée, et les pressions maximales expiratoires, inspiratoires, et le sniff test. Donc tout d'abord, sur la période d'un petit peu moins de 2 ans où on a étudié ces patients, on a eu 18 patients adultes traités par nusinersen. Sur ces 18 patients, 12 étaient des hommes, âgés entre 21 et 39 ans, avec une moyenne d'âge à l'initiation du traitement de 28 ans. On avait une majorité de patients SMA de type 2 avec 11 patients. On avait 3 patients SMA de type 3 et 6 en 1 et 1 bis. La majorité des patients avaient 3 copies SMN2 et tous les patients nécessitaient une assistance respiratoire, 4 par trachéotomie, les autres par ventilation non invasive. 2 patients avaient un support nutritionnel par gastrostomie. Quasiment tous les patients, à l'exception d'un, avaient eu une arthrodèse, avec un âge moyen à la réalisation de l'arthrodèse de 13 ans. On a évalué des échelles d'autonomie. On utilise les échelles de Walton et Boston. L'échelle de Walton moyenne était de 9, ce qui correspond en fait à une autonomie, une impossibilité de tenir assis, de boire ou manger seul. Et sur l'échelle de Boston, qui est plus sur le déplacement, le score Boston moyen était de 8, qui correspond à une autonomie à utiliser le fauteuil roulant électrique. Les injections ont été réalisées par guidance radiologique, avec la scopie pour 6 d'entre eux et le scanner pour 12 d'entre eux. Et donc tout d'abord les résultats au niveau de la force motrice, donc à la fois du score MFM 32 et de la force distale. Donc on a d'abord calculé le score MFN 32 médian. Donc on voit qu'il est assez bas hein, chez ces patients qui étaient sévères, de 15% sur le score MFM total. On a pris le parti, en plus d'étudier parmi nos patients ceux qui avaient un score MFM plus haut que d'autres, du coup ceux qui étaient au-dessus de la médiane et ceux qui étaient en dessous, et on a identifié 2 groupes qu'on a représentés avec des pointillés sur le score élevé MFM et le score bas MFM. Et en fait, on se rend compte en étudiant le score MFM qu'il n'y a pas de différence significative d'évolution au cours du temps chez ces patients de la MFM, à la fois dans la population, dans toute la cohorte, et puis quand on étudie en sous-groupe du score de high MFM et low MFM. On retrouve ces mêmes résultats sur le pinch et sur le grip. Ensuite, là où on a trouvé ça très intéressant, c'est quand on regarde les résultats de la MCRO. D'abord, on va parler du paramètre de la satisfaction. Et en fait, on voit qu'il y a une amélioration qui est statistiquement significative sur la satisfaction pour toute la population entre le D0 et le 223 et 283.
Donc ça, c'est déjà très intéressant. Mais on voit en plus que quand on regarde le MCID qui correspond à la variation qui est cliniquement significative pour chaque patient, il y a la moitié de chaque groupe pour lequel le score a changé de manière significative, cliniquement significative, à la fois pour chaque groupe et sur la population générale. Et on voit que quand on regarde le paramètre de la performance, il y a aussi une variation une variation cliniquement significative qui est atteinte pour 50% du groupe. Mais en plus, on voit qu'entre l'évaluation de D0 à D303, il y a une amélioration qui est significative statistiquement sur la performance, mais uniquement dans le groupe IMFM. Donc ceux qui sont au-dessus de la médiane de score MFM à baseline. En revanche, pour les résultats respiratoires, on n'a pas trouvé de différence significative sur les paramètres étudiés, que ce soit dans la population, dans notre cohorte, ou dans les groupes I et low MFM. Donc en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est une expérience en vie réelle d'une population qui est très homogène, de patients atteints d'amyotrophie spinale sévèrement atteints sur le plan moteur. Il n'y a pas de changement significatif de la force motrice dans cette population, mais nos résultats sont quand même très intéressants sur l'échelle de la MCRO, qui est une échelle qui n'a jamais été, en tout cas, publiée pour être utilisée dans l'amyotrophie spinale. C'est une échelle qui est plus sensible et qui détecte des variations que les outils traditionnels plus classiquement utilisés ne peuvent pas détecter. C'est des variations qui peuvent paraître parfois anodines pour des patients qui sont moins sévèrement atteints, mais chez des patients très sévèrement atteints, le gain fonctionnel peut être beaucoup plus important. Et c'est vrai que dans cette période où il y a des nouveaux traitements, où on se pose beaucoup la question dans les RCP nationales des critères de poursuite, d'arrêt du traitement, le fait de proposer un nouvel outil pour suivre de manière plus sensible ces patients qui sont sévèrement atteints, c'est vraiment un atout. Il y a aussi des résultats qui suggèrent un rôle de la gravité clinique à l'initiation du traitement sur l'efficacité du traitement, avec effectivement une amélioration qui est statistiquement significative, qui est retrouvée uniquement dans le groupe IMFM sur la performance. Ces résultats donc n'étaient pas voués à ces résultats nécessitent d'être confirmés à l'échelle nationale avec les autres centres neuromusculaires, avec l'aide de la filière ou même à l'échelle internationale, mais ils donnent quand même une indication. En tout cas, ils nous donnent un petit peu des arguments supplémentaires quand on discute avec les patients en fonction de leur état clinique à l'initiation du traitement. Donc en conclusion, ce que je peux dire sur l'expérience garchoise des patients qui ont une amyotrophie spinale sévère chez l'adulte, c'est que ils nécessitent probablement une méthode d'évaluation adaptée à leur niveau de handicap. Cette étude propose du coup un outil plus sensible, la MCRO, qui pourrait être une aide à la décision thérapeutique et à la décision de maintien pour voir s'il y a une amélioration ou pas du traitement. Et nos résultats suggèrent aussi que le bénéfice du traitement peut être en lien avec la sévérité clinique à l'introduction du traitement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je me permets de poser une question, après les autres seront dans la salle, bien sûr. Vous pouvez me donner un exemple ou deux de ces situations complexes de MRCO? Qu'est-ce que les gens ont choisi comme fonction? Alors ça peut être la facilité à utiliser le fauteuil roulant, ça peut être la facilité à jouer aux jeux vidéo, la facilité qu'ils ont à utiliser leur ordinateur, leur facilité à manger seul, à mener à bien un repas jusqu'à son terme. Non, c'était juste pour avoir une idée un peu de ce qui apparaissait comme le plus fréquemment les attentes ou
ou la difficulté sur laquelle c'était ciblé. Et donc la conclusion de votre étude, c'est qu'en gros, si je comprends bien, dans les formes graves, c'est plus la peine de faire des MFM qui bougent pas. Je suis un peu caricatural, hein, mais je suis là pour ça. Ou est-ce qu'il faut continuer à les évaluer avec toutes les échelles en se disant que la MR, ça va dépendre de l'effectif de patients, bien sûr, mais c'était dans le cadre d'une économie de moyens. C'est vrai que ça suggère que, en tout cas pour les patients, donc on a peut-être besoin de répéter avec un plus grand nombre de patients, mais la MFM n'a pas permis, en tout cas nous, de trancher sur une efficacité franche des traitements. Alors, bien sûr, c'est des résultats à l'échelle de la cohorte, ça peut être un peu différent à l'échelle individuelle du patient, mais quand le score MFM ne bouge pas, est-ce qu'il est utile effectivement d'embêter les patients voilà, dans un moment où on a des difficultés aussi d'avoir du temps d'évaluateur ou effectivement, ou peut-être cibler l'évaluation avec une évaluation un peu plus personne dépendante. En basse MFM, puisque vous avez votre high est basse, si à la première MFM ils sont en bas, est-ce qu'il faut continuer à les évaluer? Non, je provoque obligatoirement, autrement on s'amuse pas. Alors oui, est-ce que je peux intervenir? Donc, félicitations Claire pour nous avoir présenté ces résultats compliqués quand même. Hein. C'est des évaluations complexes pour ces patients. On voit bien que l'amélioration, quand il y en a, elle est extrêmement modeste. Moi, je voudrais revenir à la genèse de tout ça. D'abord, remercier Samuel Pouplin, parce que c'est grâce à lui et à l'équipe des ergothérapeutes de Garches qu'on a appris ce que c'était que ces échelles. On est arrivé, en fait, nous, adultes, devant un traitement qui a été validé essentiellement chez des enfants, avec ensuite une commercialisation dans une population adulte pour laquelle il n'y avait pas eu d'essai thérapeutique. Donc la difficulté, moi je trouve, c'est d'être face à un traitement que l'on prescrit sans savoir où on va. Et en plus, en découvrant qu'on n'a pas les outils pour les évaluer, puisque le problème majeur, c'est qu'on a des patients extrêmement sévères, pour lesquels on s'aperçoit que les outils habituels ne marchent pas. Le testing musculaire, ça sert à rien. Et donc, il nous reste quand même la MFM, à mon avis, qui reste essentielle et qui permet quand même de quantifier avec des outils validés. Et notre problème a été de savoir si on avait des moyens de voir une amélioration au-delà des mesures classiques. Et est arrivée la MCRO qu'on ne connaissait pas dans notre domaine de maladies musculaires, parce que c'est une échelle de la même façon que il y a 15 ans, 20 ans, on nous a balancé le test de marche de 6 minutes, qui était un test utilisé chez les pneumologues pour la BPCO. On a aujourd'hui, et à mon avis c'est plus intéressant, de nouvelles échelles, mais qui ne sont pas non plus des échelles de protocole, puisqu'on a discuté hier que la MCRO n'est pas non plus un outil de protocole. Donc tout ça est extrêmement compliqué. À mon avis, c'est une discussion qu'il va falloir continuer à mener, et surtout pas abandonner les outils classiques, parce qu'il faut qu'on puisse comparer tout ça. Donc moi je suis d'accord avec, je pense qu'Isabelle, peut-être l'idée c'était de garder bien sûr des évaluations objectives, quantifiées, et voilà. Et ensuite, la question, c'est comment on utilise ces données pour décider de poursuivre le traitement, certainement chez les patients pour qui on voit une amélioration, et de discuter éventuellement un arrêt ou un switch chez les patients qui ne répondent pas. Après combien de temps, je ne sais pas. Donc tout ça, ça mérite discussion. Juste une question très rapide. Vous aviez des pentes évolutives pré-traitement ou pas? Enfin, on a tous ce problème-là, je pense. Comme du coup, c'est vraiment au tout début de l'introduction du Spinraza, on n'avait pas des pentes évolutives pour tous les patients. Ouais, c'est ça, c'est comme nous. Ouais, c'est notre grosse problématique en fait à tous, hein, je pense, en tout cas pour les adultes. C'est qu'on ne sait pas comment ils évoluent. Enfin, ils s'aggravaient, mais au-delà de dire qu'ils s'aggravaient, on ne sait pas trop à quelle vitesse ils s'aggravaient, ces patients-là. Surtout les patients très sévères avec les MFM basses. Ils nous disaient qu'ils s'aggravaient, mais on n'a aucune pente évolutive pour ces patients-là, ce qui rend difficile l'interprétation du fait que la MFM soit stable sous traitement. Fait pas le travail d'autocontrôle mesuré. Est-ce qu'il ne manque pas finalement dans ce travail une autre étude, une autre échelle qui pourrait mesurer précisément les choses? Parce que certains patients s'améliorent, je comprends, ou en tout cas ont le ressenti d'être mieux,
Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est aussi de l'autosuggestion finalement de la part du patient qui, une fois qu'il est traité, trouve qu'il va un peu mieux pour, par exemple, jouer plus longtemps aux jeux vidéo ou des choses comme ça. C'est pas une question provocante, c'est une question qui me paraît, importante dans l'évaluation du bénéfice de ce traitement chez ces patients, si j'ai bien compris, avec pour l'instant à peu près 1 an de recul, en tout cas 6 injections. Alors en fait, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, c'est basé sur la perception du patient. Par rapport à sa perception, l'intérêt aussi, c'est de voir un petit peu dans le temps si cette perception, elle persiste ou pas. Il peut y avoir un effet un peu stimulant à l'initiation du traitement où les patients sont très contents de l'avoir. Et donc, si ça persiste dans le temps, c'est quand même bien. La difficulté pour justement comparer, c'est ce qui est débattu beaucoup en RCP national, c'est d'avoir des évaluations vraiment centrées sur ces activités dont parle le patient. On parle par exemple de la vitesse de frappe, où là c'est quelque chose de très fiable, un texte, en combien de temps il le met pour le mettre, ce qui nous permettrait de voir si le patient avait utilisé cet item-là, s'il y a vraiment une corrélation entre les deux. Sauf que du coup, par patient, on n'a pas les mêmes activités qui sont traitées. Donc c'est un petit peu difficile à analyser derrière. Mais effectivement, ce serait beaucoup plus confortable d'avoir une échelle beaucoup plus objective. Mais c'est justement la difficulté de ces patients-là, en fait. C'est que les échelles objectives, quantifiées, ne semblent pas assez sensibles, en tout cas pas celles dont on dispose aujourd'hui. Merci beaucoup.